Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, bienvenue aux 22h d'Espace TV. À la une de l'actualité ce soir, déguerpissement à Kapororaï, les familles victimes partagées entre la colère et la désolation. Beaucoup ont vu leur maison démolie et ne savent pas où aller. En attendant, de nombreuses familles passent la nuit à la Belle Étoile sans aucune sécurité. L'une de nos équipes a effectué une visite nocturne sur les lieux ce jeudi pour savoir comment est-ce que les familles victimes passent leur nuit. Reportage grand format à suivre dans un instant. Le Conseil supérieur de la magistrature arrive au terme de sa session disciplinaire. Durant 2 semaines, les membres ont examiné les dossiers de plainte qui sont au nombre de 33. Ils sont également parvenus à sanctionner 13 magistrats. En France, le compost fait de plus en plus d'adeptes, notamment dans les villes où se développent les lombricomposteurs. Des boîtes ou des verres digèrent la matière. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous à cette grande édition de la soirée. Déguerpissement à Kapororaï. Les familles victimes partagées entre la colère et la désolation. 4 jours après le début des opérations de démolition, notre équipe a effectué une visite nocturne sur les lieux ce jeudi pour savoir comment est-ce que les familles victimes passent leur nuit. Le triste constat révèle que plusieurs dizaines d'entre elles se couchent au milieu des bâtiments écumés, n'ayant pas encore trouvé de refuge. Enfants, jeunes femmes et vieux, trouvés dans cette obscurité, sont exposés à une éternelle insécurité dont certains en sont déjà victimes. Nos reporters Abdoulaye Sadio Diallo et Elhaj Aliouba ont aussi bravé tous les risques pour vous faire découvrir ces nuits inédites. Suivez leur reportage. 21h à Kapororaï. Nous nous aventurons dans cet océan d'obscurité à la rencontre des familles sans abri. Depuis lundi 25 février, l'État démolit les habitations pour récupérer cette zone dite réservée. Dans cette nuit noire, des dizaines de familles se retrouvent à la merci des intempéries. Avant cette casse, ce vieil homme responsable d'une famille de 29 personnes était à l'abri du besoin. Mais tout d'un coup, sa vie bascule. Lui qui vivait tranquillement dans sa maison, depuis 4 jours, il passe la nuit dans la cour, dans le noir. C'est dehors que je vais passer la nuit aujourd'hui, parce que j'ai ces quelques animaux. Je n'ai pas eu les moyens de transporter mes bagages, comme les tôles, les portes et autres. C'est demain que je vais voir comment déplacer tout ça. À 500 mètres de là se trouve Mamata, une autre victime. Cet élève qui s'efforce à faire ses devoirs ici dans le noir est l'un des 8 enfants qui vivaient sous son toit. Eux aussi n'ont pas où aller. Nous n'avons pas où aller. Nous attendons une solution. Je passe la nuit ici avec mes 5 garçons et mes 3 filles. Aucun mot n'a la force de décrire les nuits qui se succèdent en ce moment à Kapororaï. S'ils pouvaient parler, ces animaux allaient le confirmer. Cette famille que nous avons trouvée autour du plat a déjà été victime d'insécurité. La mère dit avoir reçu un coup de gaz lacrymogène laissé par les forces de l'ordre la veille, d'où la colle sur son visage. Depuis 4 jours, ils vivent sans toit, exposés aux dangers nocturnes. Seul Dieu nous sauve les nuits. Des gens circulent ici toute la nuit, c'est Dieu qui nous épargne. Quand tu passes la nuit dans des conditions pareilles, tu ne peux que compter sur le Créateur. Le président doit savoir que nous faisons partie de sa population. Il nous avait dit que c'est à cause d'eux que Kapororaï a été détruit, mais il n'a pas été reconnaissant. Ceci est un îlot de lumière dans un océan d'obscurité. Cette bougie sans protection résiste au vent. Les occupants de l'habitation de fortune n'ont pas souhaité se prononcer, mais une image en vaut 1000 mots. Au milieu des décombres sur ces images prises plus tôt dans la soirée, des jeunes, des femmes, bref, tout âge confondu se servent d'un feu de bois pour éclairer le petit espace qui l'occupe.
L'électricité et l'eau ont disparu la nuit qui a précédé l'entame des opérations de démolition. Quelques bâtiments comme celui de culte sont pour le moment épargnés. Mais aux heures de prière, les fidèles deviennent aussi rares que la joie de vivre. Il est l'heure de la prière. D'habitude, à pareille heure, la mosquée refoulait de monde. Mais aujourd'hui, tout le monde a fui. Certains sont allés à Dubreka, d'autres à Kagbele, ainsi de suite. Ça a été une véritable chasse à l'homme. Les nuits, Kaporouraï ressemble en ce moment à un véritable lieu hanté. Après Kaporouraï, un autre site est dans le collimateur de l'État, c'est celui de Kipé 2. Les habitants menacés de déguerpissement avaient saisi la justice. Eh bien, le verdict est tombé dans l'affaire qui oppose les citoyens de la zone Kipé 2 et le ministère de la Ville. Le tribunal de première instance de Dixine a débouté les demandeurs et les a condamnés à payer 500 millions de francs guinéens à l'agent judiciaire de l'État. Les avocats des demandeurs rejettent cette décision et interjettent appel devant la cour d'appel de Conakry. Compte rendu de cette audience avec Mamadou Kalisso et Lamine Silla. Le tribunal de première instance de Dixine a débouté les habitants de Kipé 2 plaignant dans ce dossier et les a condamnés à payer 500 millions de francs guinéens à l'agent judiciaire de l'État à titre de dommages et intérêts. Selon le Conseil de l'État, le droit a été dit dans ce dossier. Quand on dit que vous êtes débouté, ça veut dire que votre demande n'est même pas recevable. Vous voyez? Donc quand on vous dit que la paie est suspensive, c'est normal, mais dans ces cas, ça n'a aucun effet sur l'exécution. Parce que le juge a estimé que la demande n'est pas recevable. Les avocats des demandeurs se disent à la fois surpris et étonnés par cette décision. Ils promettent d'interjeter appel devant la cour d'appel de Conakry. Selon eux, le verdict est uniquement basé sur le décret 211 de 1989. Le dit décret ne parle pas de la zone de Kipé 2. C'est sur la base de ce seul décret que madame a rendu sa décision, ignorant toutes les pièces que nous avons versées au dossier de la procédure, des certificats de propriété qui datent de 1980, 1983, bien avant que l'autre partie soit considérée comme zone foncière de l'État en 1989. Les citoyens de Kipé 2, massivement mobilisés, ont accueilli la décision du tribunal avec stupéfaction. Ils sollicitent l'application de la loi. Dans l'article 4 de ce décret, c'est bien précisé que tout ce qui était là avant 1988, si l'État doit aménager, l'État doit les recaser et les dédommager. Ça, c'est bien précisé dans le décret 211 qu'on exhibe en ce moment. Les gens sont là depuis 83, 84, 85. Ils ont leurs documents. Le Conseil supérieur de la magistrature arrive au terme de sa session disciplinaire. Durant 2 semaines, les membres ont examiné les dossiers de plainte qui sont au nombre de 33. Ils sont également parvenus à sanctionner 13 magistrats. Djibril Ba, Mohamed Aloussen Kamara. Les membres du Conseil supérieur de la magistrature se sont réunis du 11 au 25 février dernier pour examiner des plaintes déposées par les citoyens à l'encontre des magistrats. La session disciplinaire doit donc aboutir à des sanctions contre des magistrats. Cette fois, ils sont 13 qui ont failli à la loi. Donc, il y a eu 4 cas d'avertissement adressés à des magistrats. Il y a eu 5 cas de blâme. Après l'avertissement, c'est le blâme. Il y a eu une radiation au tableau d'avancement pendant 3 ans. Ça veut dire que ce magistrat, on a estimé que compte tenu des fautes qu'il a commises, il ne va pas avancer pendant 3 ans. Or, en principe, un magistrat peut avancer d'un échelon par an s'il est moyen. S'il est brillant, il peut aller jusqu'à 2 échelons, voire 3 échelons par an. Donc, lui, pendant 3 ans, il ne sera pas inscrit au tableau. De 2014 à 2017, le Conseil supérieur de la magistrature a rendu 98 décisions, 2 magistrats révoqués et 62 plaintes rejetées. Bon, par rapport au retrait de fonction,
Quand on dit qu'un magistrat, on lui retire certaines fonctions, c'est les fonctions de responsabilité. Par exemple, au parquet, la première responsabilité, c'est celle du procureur. Donc on veut dire que par là, lui ne peut pas être procureur pendant 3 ans au moins. Au terme de cette session disciplinaire, les 13 magistrats se voient retirer un certain nombre d'avantages. Devant une telle situation, les dispositions sont prises par le secrétariat exécutif du CSM. Vous savez, il y a la formation initiale et la formation continue. C'est valable pour tous les magistrats, même sur la Cour suprême. Parce qu'on ne peut pas rester à un niveau statique là, sans avancer, finalement on regresse. Donc, ceux qui sont sanctionnés, comme les non sanctionnés, doivent être soumis à cette formation continue. Le Conseil supérieur de la magistrature dans la quête de la justice sait qu'il y a de nombreux aspects à améliorer, notamment sa loi organique portant le nombre des membres du CSM. L'institution doit aussi mettre à la portée de l'opinion nationale les magistrats sanctionnés, ce qui n'est pas prévu par son statut. Dans l'actualité également ce soir, 9e réunion du comité d'orientation stratégique du projet Bossège, tenue ce vendredi à Conakry. Lors de cette session, les membres du COS sont revenus sur les travaux réalisés et les insuffisances à corriger pour cette année 2019. On fait le point avec Abdourahmane Ba et Ilash Aliouba. Lors de cette 9e session du comité d'orientation stratégique du Bossège, 2 points étaient à l'ordre du jour, notamment le bilan des travaux réalisés et le repérage des difficultés que le projet Bossège rencontre. Nous avons constaté au cours du COS qu'il y a quelques difficultés, notamment liées au déficit de communication sur le projet qui crée ou qui occasionne une faible appropriation du projet par les bénéficiaires, par les acteurs. Un budget de 20 millions de dollars est mis à la disposition du COS par la Banque mondiale pour le projet Bossège, mais le déblocage des fonds accuse un retard par rapport à l'exécution des travaux. On est déjà à 66% du temps du projet, parce qu'il finit en 2020, alors qu'on est à 34% du décaissement, ce qui constitue un problème. Au sortir de cette réunion ordinaire, le ministre de la Jeunesse, qui est le président du COS, annonce les perspectives à entreprendre. Les orientations, bien sûr, vont permettre de consolider d'abord les acquis en termes de stages, d'opportunités de stage données aux jeunes, tant au moment de la formation qu'après la formation. Nous avons interpellé le secteur minier ici. D'ailleurs, le ministre de l'enseignement technique en a fait une remarque particulière, justement pour que ce secteur important puisse prendre les jeunes en stage. Malgré le chômage grimpant en République de Guinée, ce comité d'orientation stratégique entend mettre en œuvre tous les efforts pour faire profiter à plusieurs jeunes ce projet.